Bonjour à chacun d'entre vous. Il y a beaucoup de pessimisme quant à l'avenir du Canada. Il est courant de penser que la géographie du Canada va à l'encontre de l'unité nationale. La manière dont est composé le Canada va à l'encontre de la solidarité entre les Anglais et les Français et que le gouvernement canadien est incapable d'arrêter sa chute. La conclusion inévitable sera l'éclatement de la Confédération et certaines provinces intégreront les États-Unis. Il est évident pourquoi cette perspective est si répandue. Les actions malveillantes du gouvernement fédéral provoquent des aspirations à l'indépendance tant à l'Est qu'à l'Ouest. Et certains conservateurs canadiens désespérés désirent l'annexion pour mettre fin à la souffrance. Il n'est pas exagéré de dire que les Canadiens ont été trompés et trahis par l'élite qui nous dirige. Ils ont vendu le Canada pour s'enrichir et pour atteindre l'objectif idéologique de s'intégrer à un ordre mondial américain. Mais rien de tout cela est inévitable ou prédéterminé. La petite clique qui gouverne ces pays est la seule coupable du meurtre du Canada. Ce ne sont ni la géographie ni l'économie qui ont dirigé ou qui dirigent la trajectoire désastreuse que ce pays suit. De nombreux politologues vous disent que le pays est condamné, mais ils ont tort. Les hommes créent l'histoire et c'est à ceux qui le veulent de la façonner pour le mieux en prenant les bonnes décisions. Aucun contenu de cette vidéo n'est de gauche ou en faveur de la démocratie. On peut dire que presque tout ce qui est produit sur cette chaîne vient d'une perspective ultra-réactionnaire et ultra-monarchiste. Je serai toujours le charmant et autoproclamé Wilhelm Apologist, et cette vidéo peut s'avérer assez longue. Beaucoup de gens évoquent la géographie du Canada pour expliquer pourquoi cet dernier s'effondre. Pourtant, la Confédération ne s'était pas fondée en dépit des importantes barrières géographiques. Cette croyance n'est peut-être pas soutenue par la science quand les provinces maritimes sont reliées au reste du Canada par une bande de terre accidentée et boisée nommée la forêt acadienne. Le bouclier désertique canadien sépare l'Est du Canada de l'Ouest et des rocheuses qui sont une formidable chaîne montagneuse. Une question rhétorique. Comment l'Empire romain s'est-il maintenu? Facile. L'Empire romain s'étendait le long de la Méditerranée et voyager par mer est beaucoup plus rapide que par la terre. En utilisant le même raisonnement, les maritimes ne sont pas isolés du reste du Canada. Bien au contraire, la région tout entière est située à proximité du golfe de Saint-Laurent et toutes les principales agglomérations sont côtières. La liaison terrestre n'est pas super, mais elle n'a pas besoin de l'être parce que les villes sont situées sur les côtes. Les provinces des prairies ne sont pas non plus si déconnectées que ça. Par la voie maritime du Saint-Laurent, une série de canaux construits au travers des grands lacs, l'Est et l'Ouest sont bien reliés. Outre la voie maritime qui traverse le bouclier canadien, ce dernier n'est pas un si grand obstacle. Il est peut-être difficile à traverser, mais la Sibérie l'était aussi. La Russie a atteint le côte Pacifique en 1639, traversant l'entièreté de la Sibérie. Les fleuves sibériens ont joué le rôle de routes vitales qui ont facilité les déplacements, mais il est bon de noter que ces fleuves coulent du sud au nord, pas d'ouest en est. Les rivières tournent et zigzaguent, mais pour traverser la Sibérie en utilisant les rivières, il faudrait faire du portage au moins 4 fois, probablement plus. Pour ceux qui n'ont jamais fait de portage, c'est loin d'être facile. La Russie était capable de prendre le contrôle sur toute la Sibérie sans aucune méthode de transport moderne. Sachant cela, il est difficile d'affirmer que le bouclier canadien représente un plus grand défi que les 2400 km de désert nucléaire qu'est la Sibérie. Quant aux montagnes rocheuses, je ne conteste pas l'affirmation initiale. C'est difficile à traverser. En plus des supposées divisions géographiques du Canada, vient l'idée qu'Ottawa a du mal à exercer le contrôle sur les provinces à cause de cette même géographie, rendant impossible l'usage de la force et doit donc négocier avec eux. Mais il est difficile pour Ottawa de gouverner par rapport à quoi? Moscou avait une extrêmement mise totalitaire sur le plus grand pays du monde, et l'Empire britannique, qui avait des possessions tout autour du globe, était administré de manière centralisée depuis Londres. Le Canada était plus difficile à l'administrer que l'Union soviétique ou l'Empire britannique? Non. Mais même si la réponse était oui, ce ne serait pas beaucoup plus difficile. Si le gouvernement fédéral devait utiliser la force pour maintenir le contrôle, il serait trivial pour l'armée de le faire. L'explication géographique pour l'inévitable balkanisation du Canada est à la base une histoire comme ça. La géographie n'a guère de pouvoir explicatif. Bien sûr qu'elle explique certains résultats. N'importe où en France, avec son réseau fluvial et ses sols fertiles, sera plus riche et peuplé que les hautes montagnes tibétaines. La topographie
géographie verticale de l'Afghanistan est la raison pour laquelle il est difficile de le centraliser. Cependant, certains autres arguments environnementaux déterministes sont insuffisants et sont faux. Par exemple, l'idée que la Prusse était destinée à unifier l'Allemagne parce que les rivières allemandes coulent au nord vers la Prusse. Selon cette logique, la Bavière aurait dû faire partie de l'Autriche parce que le Danube coule loin de la Prusse et vers Vienne. L'Allemagne n'a pas été unifiée par les fleuves, mais par la volonté d'un seul homme. Bismarck, mon bien-aimé, ce n'est pas par hasard que le déterminisme environnemental est utilisé pour expliquer pourquoi l'Afrique du Sud est le pays d'Afrique le plus riche sans aborder le fait qu'elle comprend la plus grande population européenne en Afrique. Le génie inspiré Alternative Hypothesis a fait une vidéo détaillant pourquoi les explications géographiques manquent de pouvoir explicatif. Je volerai la vidéo en long et en large. Imaginons une histoire pour expliquer pourquoi les premières civilisations sont apparues dans l'Asie centrale d'aujourd'hui. Le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, l'Estonland, ou je l'appellerai juste Tartarie par commodité. Ce n'est pas le Nil que vous regardez, ce n'est qu'un fleuve de Tartarie. Bon, il s'agit d'une étendue de désert, la chasse et les cueillettes sont donc inefficaces et il y a ces fleuves dans le désert. Alors les gens se sont rassemblés autour de ces fleuves et ont commencé à cultiver la terre. Et nous pouvons imaginer que l'emplacement central de l'Asie centrale en a fait un important carrefour commercial avec un accès direct à la Chine par les vallées montagneuses du Xinjiang, avec des cavaliers qui apportent des marchandises de l'Asie centrale par la mer Caspienne à la Perse, par les steppes au peuple de la Volga, passant par l'Afghanistan jusqu'à la vallée de l'Indus. Et des gens qui ne connaissent pas la faune et la flore locale venaient concurrencer d'autres chasseurs-cueilleurs et devaient donc cultiver pour survivre. Compte tenu de ces facteurs, il est bien sûr inévitable que c'était ici où la première agriculture à grande échelle donnera naissance aux premières villes bien connues. Puis-on expliquer pourquoi cette agriculture précoce n'a pas été pratiquée en Mésopotamie ou en Égypte, en indiquant à quel point ces régions étaient loin du centre de l'Eurasie. Elles étaient quelque peu périphériques. Elles étaient en bas, ici. Bien sûr, on pouvait dire que la civilisation ne demeurait pas en Égypte ou en Mésopotamie. Elles sont séparées par des cours d'eau, par le désert d'Arabie au sud, par les montagnes de la Perse, de l'Asie mineure et du Caucase. Elles ont été isolées de l'Ukraine et de la région de la Volga. On pouvait dire que le croissant fertile était donc une région périphérique isolée qui n'avait pas de lien au monde de la même façon que la Tartarie. Mais comme la première agriculture de masse et la première civilisation sont apparues en Mésopotamie, nous disons que c'est le berceau de la civilisation. Et les historiens et anthropologues nous racontent à quel point qu'elle était inévitable et n'avait rien à voir avec des actions humaines volontaires et spécifiques. Ils diront, il suffit de regarder en carte des vallées fluviales encerclées par des déserts. Regardez comme sa localisation centrale lui donne accès à l'Inde, à la Méditerranée, et peut même remonter le Danube et le Dniepr pour commercer avec le cœur de l'Europe. Bla bla bla. Une histoire comme ça qui n'a aucune méthodologie cohérente ou une pseudo-méthodologie inventée après coup qui ne fait qu'expliquer ce qu'on sait déjà. Et on pourrait inventer une histoire pour les choses qui se sont passées et les choses qui ne se sont pas passées avec une plausibilité de surface à peu près équivalente. C'est un petit extrait d'une vidéo plus longue que je vous recommande vivement de regarder car elle montre que Jared Diamond est un imposteur et un menteur. La vidéo est en anglais, pourtant. C'est moralement acceptable de voler cet extrait de la vidéo car OT peut supprimer tout le contenu de sa chaîne et ces vidéos-là n'existent qu'en archive. Il ne fait aucun doute que la géographie peut rendre l'action humaine plus compliquée. Mais en regardant d'autres vastes pays comme la Russie ou l'Amérique, personne ne peut honnêtement dire que le Canada soit plus compliqué à rester uni. Pendant la guerre civile russe, le pays s'est divisé en de nombreux morceaux différents, dont beaucoup voulaient l'indépendance. À part les pays baltes et la Finlande, les bolcheviks ont réussi à réunifier le plus grand pays du monde par les armes. Ils ont pu le faire parce qu'ils avaient une volonté de puissance extrême. Que le Canada reste uni ou non ne dépend pas de la forêt acadienne ou du bouclier canadien. Tout repose sur l'action humaine. En fait, on peut inventer une histoire qui explique pourquoi le Canada est destiné à rester uni. Voilà ma version. Il est naturel que les Maritimes entretiennent des relations plus étroites avec le Québec et l'Ontario que la côte Est, parce que le golfe du Saint-Laurent
est un carrefour commercial plus proche que New York. Le Québec et l'Ontario sont destinés à faire partie du même État parce que les Grands Lacs et les basses terres de Saint-Laurent les unifient. L'Ouest canadien a davantage intérêt à rester uni avec l'Est du pays parce que le fleuve Nelson et ses affluents qui recouvrent la majorité des prairies canadiennes s'écoulent d'ouest en est, guidant naturellement le commerce vers l'Est. La Colombie-Britannique est plutôt orientée vers l'Asie et les Rocheuses forment une grande barrière. De notre côté, ils ont intérêt à rester avec Ottawa afin qu'ils puissent exporter les ressources naturelles considérables du Canada à l'Asie. Vous voyez comme c'était facile? Une autre histoire comme ça, sans méthodologie cohérente. Voilà ce que sont de nombreux arguments en faveur du déterminisme géographique. Les frontières géographiques du Canada sont grandement exagérées, mais la situation économique est beaucoup plus réelle. Chaque province a des liens plus forts du nord au sud qu'à d'est en ouest. La Colombie-Britannique commerce davantage avec l'Asie et la côte ouest que le reste du Canada. Les prairies commercent davantage avec le Midwest américain et l'Est commerce aussi davantage avec la côte Est. Mais cela n'est dû qu'au libre-échange. Les étudiants en histoire connaissent la politique nationale, un programme économique visant à maintenir le Canada hors de la sphère d'influence américaine. Il a fait ce qu'il avait été prévu de faire, c'est-à-dire ne pas faire croître la PIB, mais favoriser la création de liens horizontaux et limiter l'influence américaine. Il n'est bien sûr pas inévitable pour le Canada d'avoir autant de liens économiques avec l'Amérique. Les économies des provinces peuvent être facilement ajustées en encourageant des solutions de marché intuitives. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas possible d'appliquer à nouveau quelque chose comme la politique nationale. Nous sommes simplement gouvernés par des kleptocrates qui tireraient en nourrissant pour accroître le PIB. Le libre-échange et l'avantage comparatif bénéficient les riches. En revanche, il a créé de l'animosité entre les provinces là où il n'y en avait pas, dans l'unique but de nourrir l'hédonisme infini de la consommation. Un point également soulevé pour prouver qu'une implosion est inévitable et la crise d'identité inventée par la culture canadienne est trop semblable à la culture américaine. Partout, vous avez toutes sortes de politologues qui vous racontent cette connerie et c'est difficile de comprendre quel est l'argument en lui-même. La question de la culture canadienne est-elle suffisamment distincte de celle des États-Unis pour justifier l'existence séparée du Canada est mal avisée. L'existence d'une nation ne nécessite pas l'existence d'un pays qui inclut tous les membres de cette nation. L'État-nation est un concept moderne. Les États d'avant ne devaient pas se justifier en proclamant qu'ils représentaient les intérêts d'une nation. Avant le moustachu, les Allemands s'identifiaient davantage à leur région qu'à l'identité allemande unique. Chaque région avait son propre mode de vie et vivait tout comme leurs ancêtres avaient vécu des siècles avant eux. Le moustachu a changé ça parce que le nationalisme est une force d'homogénéisation. Si on croit en quoi que ce soit, en tant que conservateur, on doit défendre les groupes culturels locaux afin de rejeter l'intégration à une monoculture internationale et les accepter pour qui ils sont. En gros, tout ceci est une autre façon de dire que les unifications de l'Allemagne et de l'Italie étaient des erreurs et que l'effacement des dialectes locaux français par les révolutionnaires libéraux était un crime contre l'humanité. Les Anglo-Canadiens sont un groupe culturel distinct d'Amérique du Nord et en tant qu'outre-réactionnaire, outre-monarchiste autoproclamé, c'est dans mon intérêt idéologique de résister à la globalisation forcée. Je suis angloïde, si vous ne le saviez pas. De plus, l'Anglo-Canada est en soi une nation tout comme le Canada français. Si les nationalistes croyaient vraiment que chaque nation devrait avoir son propre pays, les États confédérés existeraient. Cependant, les gens qui disent que le Canada sera dévoré par l'Amérique à cause des similarités culturelles ignorent, comme par hasard, le Dixieland comme une nation unique au sein des États-Unis. Autrefois, la culture anglo-canadienne était très distincte de la culture américaine, tout comme le Sud l'était du Nord. Le libéralisme, le libre-échange et le nationalisme sont des forces d'homogénéisation qui transforment le monde en une seule et même monoculture. Londres est la même chose que New York, est la même chose que Los Angeles, est la même chose que Toronto. Cependant, aucune ville n'est semblable à Paris. Là-bas, tout le monde y est incroyablement impoli. Personne ne dit que le Québec devrait s'intégrer à l'Amérique. Ce n'est donc pas très inquiétant pour vous, les Canadiens français. Évidemment, ces problèmes touchent plus Anglo-Canada, mais le même processus d'américanisation
américanisation et homogénéisation se déroulent au Québec aussi bien que dans le reste du monde. Les pays nordiques sont en train de devenir de beaucoup s'américaniser. Si, dans 100 ans, la culture danoise devient indiscernable de la culture américaine, le Danemark devrait-il être annexé par l'Amérique? Si vous pensez que cette question est bien cave, vous n'êtes pas seul. C'est la même logique qui est utilisée pour justifier l'annexation du Canada. Il est clair qu'une grande partie de ce qui rendait le Canada unique a été démantelé et supprimé. Il y a toute une histoire de ce pays qui n'est pas racontée. Puisque je suis un génie inspiré comme Konrad von Otzendorf, je vais vous le raconter. En vue de la situation actuelle, c'est dur de croire qu'il y a eu une baisse si sévère en si peu de temps. Comment en est-on arrivé là? À sa création, le Canada était très conservateur. Les Anglais qui ont colonisé cette terre étaient trop réactionnaires pour l'Amérique. Ils étaient loyalistes à la couronne anglaise et à la monarchie en général. Le Québec aurait pu être décrit comme la nation la plus catholique du monde à un moment donné. Et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Canada était plus conservateur que la plupart des pays occidentaux. Et depuis la fin de la guerre, les choses ont radicalement changé. Nous avons perdu les libertés traditionnelles que nous avons eues pendant des siècles. Ce que les Canadiens croient être légal et ce qui l'est réellement est très différent. Effectivement, le système judiciaire a été transformé en accord avec l'idéologie libérale extrémiste. Si vous êtes victime d'un cambriolage et l'envahisseur disparaît car il vous avait mis dans une situation de légitime défense, c'est légalement discutable selon l'intensité de la force employée. La capacité des Canadiens à défendre leur propriété privée est sévèrement limitée. Freund contre Alberta a ôté la liberté d'association. Les employeurs peuvent être contraints d'embaucher une personne contre leur gré. Les ouvriers peuvent être contraints de rejoindre un syndicat et payer les cotisations syndicales, même si les syndicats militent activement pour des causes d'extrême gauche. Il n'y a pas de liberté d'expression au Canada. L'État a imposé une interdiction sur plan d'idées. Il y a même l'expression imposée. J'étais lycéen il y a encore peu et j'ai trouvé ça curieux que les professeurs demandent parfois les pronoms de leurs élèves. Il est demandé non pas parce que ce sont des gauchistes, mais parce qu'en étant en position de pouvoir, il est illégal de mégenrer ses subordonnés. C'est la raison pour laquelle toute la controverse autour du projet de loi C-16 et de Jordan Peterson a eu lieu. Bon, je peux encore librement mégenrer les gens, mais tout le monde peut voir que l'expression forcée deviendra un aspect inévitable de la vie quotidienne. Les parents n'ont même pas la capacité de gouverner leur propre famille. Si un parent n'affirme pas le genre de son enfant qui souhaiterait changer celui avec lequel il est né, l'enfant se verra confisqué et mis sous tutelle de l'État. Il est important de noter que le Canada a de la compagnie. Je ne vais pas faire la liste de tous les pays européens et vous raconter à quel point chacun a sombré. Mais c'est bien pire au Royaume-Uni, vu que beaucoup de gens se font verbaliser et arrêter pour avoir posté des mèmes sur Facebook. L'Amérique est meilleure car la doctrine du château et la liberté d'expression existent toujours, mais la liberté d'association a été enlevée avec la loi sur les droits civils. Non seulement les libertés traditionnelles ont été supprimées, mais les cultures franco-canadiennes et anglaises furent lentement érodées par la CIA. Lorsque l'Empire britannique s'est éteigné et a livré le Canada à lui-même, et des théoriciens nationalistes comme George Grant croyaient que la classe dirigeante angloïde conserverait les cultures et les traditions uniques du Canada. Et ce fut effectivement le cas jusqu'aux années 60, soit pendant un peu plus de 15 ans. L'ancien premier ministre John Diefenbaker fut élu en 1957 sur la base d'un programme de poursuivre des liens plus étroits avec la Grande-Bretagne tout en s'éloignant des États-Unis. Mais les masses n'élisent pas leurs politiciens. Tout un politicien se fait élire par ses amis. La classe financière, les banquiers financiers et spéculateurs ont toujours été puissants au Canada, formant une grande partie de l'élite. La politique nationaliste et protectionniste de Diefenbaker nuit à leurs résultats. Il est économiquement inefficace à prioriser la Grande-Bretagne quand l'Amérique est un marché beaucoup plus proche et vaste. Ils se sont attaqués à Diefenbaker, trahissant le Canada pour mieux accéder à la richesse et au pouvoir aux États-Unis. Un exemple de leur lutte contre Diefenbaker est la polémique inventée de l'Amérique qui stationnerait des armes nucléaires au Canada. En général, les Canadiens ne voulaient pas que les bombes nucléaires soient stationnées sur le sol, mais les médias, contrôlés par la classe financière, a turbo-remué cette histoire pour nuire au Parti conservateur. Les attaques des marchands internationaux ont mis Diefenbaker dans une position délicate. Les industriels et les
noblesse terrienne sont les alliés naturels des conservateurs. Et bien qu'il n'y ait pas d'immenses propriétaires au Canada, nous avions encore une base industrielle solide à l'époque. L'ordre établi n'était pas entièrement contre Diefenbaker, c'était un conflit qui aurait pu être remporté par l'un des deux partis. L'élection de 1963 a vu les libéraux vaincre les Tories et Lester B. Pearson a formé un gouvernement minoritaire. Le nationalisme canadien a été tué dans cette élection. Le discours que l'establishment raconte est que Pearson et Pierre Trudeau sont des grands arbitres du nationalisme canadien. Ils ont mis l'accent sur les opérations plus qu'inutiles du Canada avec l'organisation de l'Antéchrist, l'ONU, et leurs casques bleus qui se battent pour le cube noir de Saturne. Et les prétentieux, arrogants et ignorants professeurs universitaires disent que le nationalisme canadien est intrinsèquement de gauche. L'inverse est vrai. Les premiers ministres libéraux ont fait plus pour américaniser et mondialiser le Canada que n'importe quelle autre faction. Et depuis le début, les libéraux ont toujours favorisé des liens plus proches avec les États-Unis. Pierre Trudeau a délibérément laissé le Canada se faire éclipser par l'Amérique dans sa quête d'une constitution à l'américaine. La charte de 1982 est la constitution américaine si elle avait été écrite par des progressistes fous. Pour illustrer à quel point la charte est défaillante, Henry Morgentaler, membre de la tribu, s'est rendu dans chaque province pour pratiquer des avortements dans le cadre d'un activisme juridique. Il se faisait arrêter puis faisait appel de la décision jusqu'à atteindre le Cour suprême, créé en 1982 avec la charte. Le Cour suprême fut utilisé pour imposer des valeurs ultralibérales avec des juges d'extrême gauche. Morgentaler a dans les faits légalisé l'avortement en abusant du système judiciaire que Pierre Trudeau nous a infligé. Tout en rendant le pays gay, elle a également aboli d'anciennes lois. La loi sur les jours du Seigneur interdit l'ouverture des commerces le dimanche. En 1985, le Cour suprême l'a abrogé, forçant les entreprises à fermer le dimanche et d'être libres de l'esclavage, du consumérisme pour au moins un jour. C'est la culture canadienne et une distinction entre amis et ennemis. Pierre Trudeau a fait plus de mal au Canada que tout autre premier ministre. Woodrow Wilson était l'un des plus méchants hommes de l'histoire. Mais il y a quelque chose d'attirant chez la bravade d'un homme dont l'intention était de complètement bousiller le monde et a réussi. Genghis Khan, tueur de millions de personnes, est aussi très adoré. Le moustachu, je ne l'aime pas, mais si j'étais un soldat apparu sous l'occupation et m'avait dit que j'étais son meilleur gars, Pierre Trudeau n'a pas ruiné le Canada de la même manière que le moustachu a ruiné l'Allemagne. Son travail de premier ministre a assuré que le Canada serait dominé par les États-Unis et redeviendrait un parfait inconnu. En ce sens, Pierre Trudeau est littéralement pire que Hitler. Les gens comme Lester B. Pearson, Pierre Elliott Trudeau et les libéraux d'aujourd'hui pensent que le Canada doit devenir quelque chose de nouveau et grandir de lui-même. Le problème, c'est que les grands hommes dotés d'une vision font les pays. Ils sont les seuls à pouvoir créer quelque chose de nouveau. L'Allemagne était l'invention personnelle de Bismarck. Ça m'a fait mal de l'admettre que Guillaume II n'était pas un grand homme. Il était le gardien de la création de Bismarck. Il l'a bien dirigé. Jusqu'en 1914, l'Union soviétique était l'invention personnelle de Lénine et Staline. Les cadres moyens, incompétents comme Gorbatchev, ne l'ont que mal géré. Le Canada a été créé par John A. Macdonald et son effort politique herculéen. Tous les premiers ministres, à part de Robert Borden, n'étaient pas des grands hommes. Ils ne géraient que ce qu'il a créé. Il est inoffensif de théoriser ce qui serait le mieux pour le Canada, mais le fait est que le Canada a été fondé sur les traditions européennes et qu'il a un caractère national européen par nature. Essayer de le transformer en quelque chose d'autre, c'est comme nager à contre-courant. Il est mieux de ne pas résister à ce que nous sommes. Les soi-disant nationalistes de gauche voulaient une nouvelle et forte vision. Cependant, parce qu'ils sont irrémédiablement médiocres, arrogants et stupides, leur vision était pourrie et ils ont détruit le pays. Les grands hommes font plier le monde à leur volonté, comme Joseph Staline qui tue des millions de personnes pour le communisme. En d'autres termes, le Canada est le pays que John A. Macdonald a créé et dans lequel nous vivons. Les libéraux, surtout les Canadiens de papier, prétendent que le Canada est unique parce qu'il est un pays post-national. Cependant, cette idée répugnante que les élites imposent au Canada n'est même pas quelque chose que les Canadiens ont eux-mêmes créé. Elle a été formulée en Amérique par Franklin D. Roosevelt dans les années 30. Le Canada, en tant que pays post-national, ne se ferait pas
pas son propre chemin. Les premiers ministres anti-blancs de l'encadrement moyen qui ont essayé de poursuivre le post-nationalisme n'ont qu'affaibli le Canada dans leur quête de changement. L'absence de vision de ces libéraux peut être vue dans leur échec de créer de nouveaux symboles. Nous avons les mêmes symboles qu'avant. La monarchie, Victoria Square, le Parlement. Beaucoup de villes sont nommées après des villes anglaises, comme Brampton. Au Québec, il y a le Saint-Jean-Baptiste, le fleur-de-lys et le drapeau iconique. Ces symboles ont été brisés et vidés de leur sens. Dans le cas où ils ont essayé de créer un nouveau symbole, le drapeau à la feuille d'érable, ce fut un échec lamentable. Il était censé unifier le Canada anglais et français. Comme on le sait, l'Union Jack n'est guère bien accueillie par certaines populations. Cependant, la vacuité délibérée du nouveau drapeau ne donnait aux Québécois aucun motif d'opposition, mais il ne leur pas non plus de motif d'identification. Avec la feuille d'érable comme le drapeau, il est sans surprise que le Québec a eu 2 référendums sur l'indépendance. Les bureaucrates néolibéraux sans cervelle ont amplifié le nationalisme francophone en voulant flatter le Québec. Même si cela peut paraître étrange, le séparatisme franco-canadien n'existait pratiquement pas sous la domination britannique. Quand le drapeau était le pavillon rouge, les Québécois ont soutenu l'Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont estimé la cause britannique comme la cause de la civilisation et leur victoire contre l'Allemagne comme une victoire pour eux à domicile. Henri Bourassa, le champion du nationalisme francophone à l'époque, disait que il est naturel pour tout Canadien de souhaiter le triomphe des troupes franco-britanniques. Bourassa ne voulait pas que le Québec fasse sécession. Il souhaitait plutôt que le Canada jouisse d'une plus grande autonomie par rapport à la Grande-Bretagne. La fracture n'est apparue qu'après la conscription et commençait à poser problème. Il est correct d'observer que les Français ne lutteraient pas pour la démocratie. Pourquoi quelqu'un devrait-il mourir par un système politique maléfique? Le problème de conscription est très particulier aux conflits mondiaux parce que l'armée envoyait des gens mourir sur notre continent sans que cela ne profite à leurs concitoyens. Ils se battaient et mouraient pour établir la domination mondiale et la suprématie du marché des États-Unis contre les puissances centrales innocentes. Et plus tard, contre l'Axe. Si la Première Guerre mondiale menaçait le Québec avec une invasion allemande, ils auraient été d'accord avec la conscription. Les Canadiens français peuvent être loyaux envers un État canadien, mais pas lorsqu'ils mènent des guerres d'extermination en Europe. N'importe quelle personne bien née combattrait et mourrait pour l'État canadien s'il incarne le christianisme et la monarchie autocratique. Les Canadiens français avaient autrefois une réelle loyauté et respect pour la Grande-Bretagne, car, pour citer le journal canadien, après la conquête britannique du Québec, les Britanniques avaient 3 choix: expulser les Français, les intégrer ou les accueillir. Ils ont opté pour cette dernière solution. Plus tôt, les Britanniques avaient expérimenté l'expulsion en renvoyant de force la relativement petite population française de l'île du Cap-Breton vers la France. Plus tard, en Louisiane, les Américains avaient expérimenté l'intégration en transformant leurs Canadiens francophones en Canadiens anglophones. Après 1759, ils autorisaient leurs nouveaux sujets canadiens-français de rester plus ou moins tels qu'ils étaient, de garder leur langue, religion, système traditionnel de propriété foncière et tribunaux d'instance sous la couronne britannique. La nation canadienne-française existe aujourd'hui en conséquence directe de cette décision fatidique. Le fait français est la réinvention libérale du Canada, The French Fact and a Liberal Reinvention of Canada, le journal canadien, The Canadian Journal. C'est tant qu'il y a eu de l'oppression au Québec, elle n'est pas remarquable du tout, sauf les meutes de Pâques. La dernière opportunité d'intégrer les Canadiens français s'est présentée en 1837, quand les Britanniques ont rejeté les recommandations du rapport Durham. Tout cela ne veut pas dire que les Français sont ingrats ou qu'ils ont une dette envers les Angloïdes. Plutôt que le souverainisme est un nouveau phénomène déclenché par les défauts de la démocratie. La nation canadienne-française a souvent voté contre ses propres intérêts. Une des raisons pour lesquelles la démocratie est intrinsèquement défaillante en tant que système, c'est parce que les gens votent en fonction de leurs habitudes et non pas ce qui est réellement dans leur intérêt. Par exemple, le projet constant de tous les gauchistes, c'est de rendre le pionnier de la civilisation une minorité par l'immigration. L'avant-garde de ce nettoyage ethnique est la partie libérale, tandis que les conservateurs sont, comme d'habitude, quelques années en retard. En dépit de ne pas vouloir le Québec de devenir un califat dans les 28 élections générales canadiennes pendant le premier siècle du pays, de 1867 à 1968, la partie libérale a gagné la majorité des sièges au Québec 22 fois. Le Québec a contribué à rendre le Canada dans son ensemble plus libéral sur le plan politique qu'il ne l'aurait été autrement, parce que les Français croyaient que les libéraux
libéraux représentaient leurs intérêts. Les libéraux n'ont de loyauté qu'envers leur idéologie. Ils utilisaient le Québec pour arriver à leur fin. Maintenant, les Québécois votent pour le Bloc québécois par habitude. Et une fois de plus, les Québécois seront trahis par ce parti parce que l'élite du parti sont des démocrates convaincus. Et comme nous le savons tous, le Bloc québécois a plus de loyauté à l'idéologie libérale qu'au Québec. Les politiques ethniques partisanes n'ont pas leur raison d'être au centre de nations fraternelles. Et pourtant, ce factionnalisme cancéreux est apparu parce que les démocraties lui en a donné l'occasion. Les Anglais et Français étaient tous deux des peuples conservateurs et voulaient que le pays reste comme ça. Mais les Français ont soutenu un petit groupe de fanatiques libéraux qui ont complètement changé nos lois et donc notre société. Contrairement à d'autres Canadiens anglais, je ne tiens pas les Canadiens français responsables du déclin du Canada. Il y a beaucoup de reproches à faire, surtout à l'égard de la classe dirigeante anglaise à Ottawa, ce que j'ai couvert plus tôt. Nous sommes des nations fraternelles qui devraient être au-dessus de ces différends. Ne vous m'égardez pas, nos élites détestent les nations canadiennes-françaises. L'afflux massif des Canadiens de papier est censé affaiblir le Canada français, tout comme le Canada anglais. Le temps était que, quand on est arrivé, on s'intégrera au Canada. Il n'y a plus d'attente de s'intégrer, mais en plus, il y a des avantages clairs à ceux qui conservent des aspects subversifs de 5e colonne. Il y a en gros 5 peuples au Canada. Premièrement, les Canadiens anglo-celto-germaniques, ce qui s'appellera les Anglo pour économiser les syllabes. Ils sont le force qui était censé maintenir les traditions anglaises au Canada. Deuxièmement, les Canadiens français. Ils sont le force qui était censé maintenir les traditions françaises au Canada. Troisième, les nouveaux Canadiens. Ce sont des Européens qui sont venus pendant la colonisation des prairies de Wilfrid Laurier, ainsi que les Européens qui sont venus après 1945. Ils se sont composés de nombreux peuples européens, mais principalement les Allemands, Ukrainiens, Italiens, Portugais, Tchèques et Polonais, dont tous se sont intégrés au Canada anglais et français à des degrés divers. À noter que les Ukrainiens ont un fort lobby et ont fait chanter Slava Ukraini au Parlement avant la guerre de 2022 quand même. Slava Ukraini! Quatrièmement, les Américains sibériens. Ils sont traités comme des citoyens de première classe avec des privilèges spéciaux. Ils sont surreprésentés dans la population carcérale et en tant que groupe, ils n'ont jamais été dans l'agriculture. Ils sont composés de diverses nations qui sont toutes utilisées par la classe financière internationale comme pilier contre la classe moyenne. Ils n'ont guère de capacité de s'organiser d'eux-mêmes. Cinquièmement, le groupe qui peut être appelé tendrement la viande mystère. Ce ne sont pas des Canadiens, mais plutôt des peuples divers du monde entier qui furent invités après que Lester B. Pearson a introduit le système d'immigration par points en 1967. Contrairement aux autres groupes, ce n'est pas possible de les mettre tous dans le même sac. Sur le plan démographique, les Asiatiques sont en déclin car leur taux de natalité est plus bas que les Européens. En revanche, les Asiatiques du Sud-Est et les Moyen-Orientaux sont plus inquiétants. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation de l'immigration est concernante. Environ une personne sur 4 au Canada n'est pas née ici. Beaucoup de la zone de la Grande Toronto en expansion est peuplée exclusivement de Canadiens de papier. Des nouvelles grandes banlieues sont rapidement construites pour loger le tsunami d'immigrants. Bien sûr, leur but avec ceci sont de maintenir les salaires à un niveau bas et de réduire en minorité les pionniers de la civilisation. Les tiers-mondistes qui sont venus au Canada ont une impuissante rage de baby contre le Royaume-Uni pour... bon sang, je ne sais pas. Leur avoir apporté la civilisation, les attitudes anti-anglaises sont aussi anti-canadiennes. Et pour les Canadiens français, même si les Canadiens de papier n'haïssent pas ouvertement les Bourbons ou le catholicisme, vous pouvez être sûr qu'ils ne les aimeront pas si vous en faites la promotion. Et les attitudes anti-empire français sont aussi anti-canadiennes. Je ne vais pas expliquer en détail les problèmes d'immigration, mais si quelqu'un déteste notre passé européen, impérial et royal, ils ne se battront certainement pas pour ce pays. Ces Canadiens de papier sont livrés pour devenir un nouveau groupe de clients que les élites peuvent utiliser contre leurs ennemis. Cela sert en fin de compte leur nouvelle formule politique. Une formule politique est la logique que le gouvernement utilise pour justifier son règne. Par exemple, tout le monde connaît ce qu'est le droit divin des rois. Le monarque dirige parce qu'il est choisi par Dieu. Dans une démocratie, le gouvernement tire son autorité de la volonté populaire. Cependant, si la majorité de la population ne croit pas à la formule politique déclarée, ça peut entraîner
entraîner de graves problèmes pour le régime. La formule politique du Canada est présente dans sa constitution. Le gouvernement canadien se justifie en garantissant la paix, l'ordre et la bonne gouvernance. La préambule de la charte dit également que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté de la loi. Mais c'est trop vague pour en tirer quoi que ce soit de significatif. La formule politique a évolué au fil du temps et maintenant il y en a une nouvelle sous Justin Trudeau. La raison pour laquelle Justin Trudeau est un premier ministre si détesté parmi les conservateurs au point qu'il y ait le syndrome de dérangement de Trudeau, c'est qu'il ne voit pas Trudeau accomplir la garantie de paix, d'ordre et de bon gouvernement. C'est parce que Trudeau gouverne avec le modèle américain importé de la diversité, l'équité et l'inclusion. Par exemple, quand Trudeau remplit la moitié de son cabinet de femmes en 50-50, ça sert à l'équité, la diversité et l'inclusion. Les gauchistes le voient comme confirmation que Trudeau suit la formule politique canadienne, alors que les conservateurs voient ça comme brisant le bon gouvernement, car en forçant les gens non qualifiés à certains postes, on va forcément avoir une pire administration. Sans l'Amérique, le Canada aurait poursuivi une forme de libéralisme moins cancéreuse et corrosive que le lien entre les entreprises et les syndicalismes créé par Roosevelt, mais tout aussi terrible. La Déclaration canadienne des droits que Diefenbaker a fait passer en 1960 montre cela. Alors qu'elle était en fin de compte sans résultat, il fut créé avec des prémices libérales. Comme nous le savons tous, les droits de l'homme sont fictifs. Dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme en est une preuve, c'est comme dire qu'une bande dessinée est une preuve pour Spider-Man. La logique qui était utilisée pour diriger le Canada est morte et a été remplacée par des nouveaux concepts hyper américains. Il n'est pas possible de revenir en 1867. La seule chose qui puisse sauver la Confédération est un bon dirigeant ainsi qu'une nouvelle vision. Les libertés traditionnelles des Français et anglo-saxons ont été maintenues pendant des siècles de domination par des monarchies autocratiques. Cette démocratie, au lieu de défendre notre mode de vie ancestral, applique activement l'idéologie libérale dogmatique comme la loi et plante des cultures étrangères dans notre sol. La démocratie parlementaire, le libéralisme ou qu'importe la façon dont on définit la souveraineté populaire, cela a retiré la liberté d'expression, la liberté d'association, la capacité de défendre sa propriété privée et diriger sa famille. On s'y contrepond un projet de transformation démographique sans précédent. La démocratie n'est pas une tradition canadienne, ni une tradition anglo-saxonne. La démocratie est une forme de gouvernement fanatique. Il faut s'y opposer fanatiquement. Au bout de compte, les sociétés humaines doivent avoir un but. Et de dire que ce but revient à utiliser l'ingénierie sociale pour pallier n'importe quelle convention ethno-culturelle, spontanée ou naturelle hors de l'existence, d'exiger qu'il n'y ait aucune restriction à l'avortement et d'avoir une plateforme massive pour parler comment des bizarroïdes méritent d'être respectés en fonction de leurs weird habitudes sexuelles et cancéreux. Ce n'est pas le fait que personne ne se sacrifiera et mourra par cela. Il n'y a même pas de cela. Il n'y a pas de choses tangibles représentées dans le libéralisme. C'est l'absence d'horizon conceptuel plutôt qu'un horizon conceptuel mauvais. Le Canada ne peut pas orbiter autour de rien. Voilà pourquoi les aspirations nationalistes du Québec et de l'Occident grandissent. Ce pays ne peut pas exister si certains de ses partis tiennent des référendums sur leur sécession toutes les quelques décennies. Bien que certains détestent le moustachu, Staline ou le roi Soleil, au moins ils n'étaient pas embarrassants. Ils étaient des hommes sérieux. Ce qui est frappant dans l'ascension de l'américanisme incarné dans Pierre Trudeau, c'est qu'on voit à quel point ils haïssent les Européens et comment ils calent ces dégénérés bizarres. On ne peut pas construire des choses en s'appuyant sur des gens malveillants qui ont développé une identité sociale autour d'une périphérie dégoûtante d'Internet. Il n'y a tout simplement rien là. Alors qu'est-ce que le Canada? Une zone économique pour l'esclavage? Une série de bureaucraties incompétentes et inutiles? C'est ce que nos kleptomanes de dirigeants corrompus voudraient vous faire croire. Si la seule possibilité pour le Canada est qu'il reste une démocratie libérale, j'ai préféré que le Canada coule dans l'océan pour éviter l'embarras. Toutes les notions démocratiques doivent mourir. Une question ouverte aux démocrates convaincus. Ta cause est-elle juste ou te dis tout simplement ça pour te rassurer? Les élites marchandes hyper-américaines qui occupent le gouvernement sont ce qui pousse le Canada jusqu'au point de rupture. Il n'y a rien d'inévitable à ceci. Si jamais le Canada se balkanise complètement, le gouvernement d'occupation sioniste en sera l'unique responsable. Ça aura été parce qu'ils ont rejeté n'importe quelle politique qui aurait gardé le pays en vie. Pour leur défense, ils ne voulaient quand même pas que le Canada survive. L'objectif final du libéralisme est d'assimiler tous les pays dans un ordre international.
Et depuis l'inception du Canada, il y avait toujours un fait qui l'a influencé. L'Amérique existe. Il y a de l'hyper-américanisation au Canada. Les jeunes sont exposés à la politique et s'y engagent par YouTube, Instagram et TikTok. Il est beaucoup plus probable qu'ils regardent des Israéliens comme Ben Shapiro ou Dennis Prager plutôt qu'un Canadien sur ces plateformes. Peu importe si vous voulez faire attention à la politique américaine, elle est si invasive que tout le monde y est forcé. Depuis notre premier engagement, nous sommes formés à penser en les catégories américaines. En Amérique, elle a toujours été à la mode d'être passif-agressif contre l'Angleterre. Parce que le Canada est consumé par l'américanisme, les Canadiens qui ne savent pas mieux ont aussi adopté cette agressivité féminine contre les Anglais. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux conservateurs canadiens décident de tenter leur chance en Amérique plutôt que de rester. Tyler Russell en est un exemple. Il a quitté le Canada pour rejoindre l'organisation créée par Nick Fuentes s'appelant America First. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a animé une émission qui s'appelait Canada First. Être un immigré illégal aux États-Unis pour venir en aide Nick Fuentes est probablement l'action la plus Canada First imaginable. On peut savoir qu'il est bien basé car Russell est entré en Amérique en 2022 sans se faire vacciner, ce qui veut certainement dire qu'il est un illégal. La retraite de Russell en Amérique est révélateur d'une véritable peste mentale présente dans la majorité de la droite. En général, le mécanisme de la pensée mal formé va à peu près comme ceci. 1. Le Canada est un pays où il est plus dur pour les conservateurs de s'imposer parce qu'il a un gouvernement plus libéral. 2. Grâce aux lois plus libérales concernant la liberté d'expression et aux armes à feu que j'appellerai les dispositifs cinétiques, il est beaucoup plus facile de sauver l'Amérique. 3. Comme l'Amérique est la capitale politique et culturelle de l'Occident, tous les changements qui s'y passent seront reflétés dans tous les pays occidentaux. 4. Par conséquent, les conservateurs canadiens ne devraient pas perdre leur temps avec le Canada. Il suffit de franchir la frontière sud pour apporter de réelles avancées. Cette façon de penser est mauvaise à tous les niveaux. Quand Russell et certains d'autres disent qu'il est peu probable que le Canada puisse être sauvé, je suis d'accord. On ne vaut pas forcément mieux. Or, de croire que l'Amérique vaut la peine d'être sauvée est mal avisé. L'Amérique s'est créée en tant que démocratie libérale révolutionnaire, un état idéologique comparable à l'Union soviétique. Il est inenvisageable qu'elle soit autre chose qu'une démocratie parce que c'est littéralement dans l'ADN d'Amérique. Au temps où j'écoutais Nick Fuentes, il disait que le gouvernement américain avait été compromis par des intérêts étrangers, principalement le groupe de pression israélien, que l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas comme les fondateurs voulaient qu'elle soit, alors que les pères fondateurs n'auraient peut-être pas voulu que les choses évoluent comme elles l'ont fait. Le principe même de souveraineté populaire comporte de profondes lacunes et conduit inévitablement à ce qui se passe aujourd'hui. L'Amérique hyperlibérale, ultra-globo-homo, antichrist est une conséquence directe des idéaux de la révolution américaine et de sa constitution. Le libéralisme classique ou le parlementarisme n'ont pas été déformés. Les gouvernements fondés sur la souveraineté populaire étaient toujours motivés par la destruction complète de leurs détracteurs. L'exemple le plus exemplaire de cette politique idéologique d'extermination contre les opposants non démocratiques est observé dans la Première Guerre mondiale. Dans son livre publié en 1913, le professeur Usher a fait connaître pour la première fois l'existence d'un accord ou un traité secret entre l'Angleterre, l'Amérique et la France, datant du printemps de 1897. Il fut convenu que si l'Allemagne ou l'Autriche ou les deux déclenchaient une guerre au nom de pangermanisme, les États-Unis devraient immédiatement se déclarer en faveur de l'Angleterre et de la France et aller soutenir ces puissances avec toutes ses ressources. Voici un traité que le professeur Usher prétend d'être conclu dès 1897, dans lequel toute phase d'activité et de participation à des événements futurs par l'Angleterre, la France et les États-Unis sont prévus, notamment la conquête des dépendances espagnoles, le contrôle du Mexique et de l'Amérique centrale, l'ouverture de la Chine et l'annexation des dépôts de charbon. Et le professeur Usher veut nous faire croire que toutes ces mesures ont été prises pour défendre le monde contre le pangermanisme. Un traité précis de conquête dirigé contre l'Espagne, l'Allemagne, etc., même arrangé au moindre détail, fut planifié dans une période de paix des plus profondes et conclu sans le moindre remords de conscience, afin d'anéantir l'Allemagne et l'Autriche et éliminer
protéger leur concurrence du marché mondial. 17 ans avant le début de la guerre mondiale, ce traité a été conclu et son objectif a été systématiquement envisagé pendant toute cette période. Page 47 à 49, mémoire de Guillaume II. Il est bon de noter que l'Espagne était aussi une monarchie autocratique et fut tout autant une victime de la domination du monde démocratique pendant la guerre hispano-américaine de 1898. Le président Woodrow Wilson est entré dans la Première Guerre mondiale sur le point qu'il ne ferait pas la paix qu'après un changement de régime en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Wilson et le système américain en général étaient prêts à envoyer des millions de jeunes hommes pour qu'un roi médiocre ne soit pas assis sur le trône d'Allemagne. Ils n'étaient prêts à entamer des négociations qu'une fois que toute l'Europe centrale était des démocraties, tout comme l'Amérique. Cette croisade libérale jusqu'à la mort a dévasté l'Europe pas une mais deux fois, où l'Amérique, en tant que colosse idéologique dévastateur, n'a jamais eu l'intention de négocier ou de trouver un compromis avec des pays qui avaient simplement des modes de gouvernance différents. Le régime canadien actuel est résolument plus gai en sa rhétorique et ses actions que celui d'Amérique. Mais le Canada ne s'est pas infligé cela à lui-même. C'était une victime des ambitions de l'Amérique. Dans la partie précédente, j'ai parlé de comment John Diefenbaker était le dernier champion du nationalisme canadien. Il n'a pas perdu l'élection de 1963 uniquement à cause d'une meilleure campagne par les libéraux. Il fut révélé que le président américain mort, John Bull Magic Kennedy, a envoyé des agents politiques au Canada pour aider à vaincre Diefenbaker, le plus important d'entre eux étant Lewis Harris. Un Canada indépendant, nationaliste et souverain dirigé par Diefenbaker ne rangeait pas à l'Amérique. Kennedy devait donc américaniser le Canada. Le candidat que le CIA a instauré, Lester B. Pearson, a introduit l'immigration de masse au Canada. Il n'est pas exagéré de dire que l'Amérique a forcé le Canada de s'ouvrir à l'immigration de masse. En 1931, le Canada a obtenu son indépendance des Britanniques avec le statut de Westminster. En 1963, le Canada est devenu un État satellite de Washington D.C. Notre pays n'a connu que 32 ans d'indépendance. Le gouvernement américain n'est pas sous occupation. Les éléments étrangers qui l'influencent, comme le groupe de pression d'Israël, ne sont pas assez forts pour considérablement changer comment les USA sont dirigés. Par exemple, la différence entre pré-Zog et post-22 novembre 1963, la politique étrangère américaine est minuscule et à certains égards dépasse le désastre contemporain cauchemardesque. Ils ont gâché la vie de millions de jeunes hommes dans les deux guerres mondiales pour atteindre la démocratie globale. Comparez cela avec l'envoi de milliards de dollars d'aide étrangère à Israël et quelques milliers de soldats en Syrie. Ce qui est exceptionnellement maléfique à propos de l'implication américaine dans la Grande Guerre, c'est l'enthousiasme qu'ils ont eu à condamner à mort autant de gens vifs que nécessaire au lieu de négocier. Les méfaits au Moyen-Orient qui servent à Israël sont mauvais, mais ils ne sont pas follement diaboliques. Un gouvernement d'occupation peut parfois être pire que les occupants. Nicolae Ceausescu a été appelé pour imposer le communisme en Roumanie. Cette tyrannie était davantage monstrueuse que celle de l'URSS. Il en est de même pour le Canada. Le gouvernement d'occupation peut être davantage libéral que les États-Unis, mais ce n'est pas le fruit de ce qu'on appelle une volonté libérale de la part du peuple canadien. Le Canada a la même quantité de dissidents proportionnellement aux États-Unis. Selon cette vidéo faite par le YouTuber Academic Agent, la raison pour laquelle le Canada est plus libéral est principalement parce que le gouvernement que les Américains ont amené pour imposer leur programme applique la politique américaine de manière encore plus dogmatique que l'Amérique le fait. Quand quelconque conservateur canadien dit « Le Canada est foutu, l'Amérique est bien meilleure avec leur premier et second amendement », ce qu'il dit en réalité, c'est que le totalitarisme libéral de l'année actuelle est assez mal. Revenons donc au totalitarisme libéral qui existait il y a 10 ans. Quand ces Canadiens déménagent aux États-Unis, ils croient qu'ils ont échappé à l'étrange du globo homo. Ça ressemble plus à déménager de la Roumanie à l'URSS. Il faut qu'on rejette les idéaux de 1776 dans leur ensemble. La nation anglo-canadienne s'est fondée comme une affirmation du droit devant des rois, car des révolutionnaires terroristes ont rejeté tout ce qui est bon et juste dans le monde. Le Québec a un passé de régime de Bourbon absolutiste. Comparez cela avec l'Amérique, dont son fondement est le rejet de la tradition de la monarchie et de la normalité et de l'affirmation de déficience mentale. L'Amérique ne sera jamais traditionnelle. L'Amérique n'a jamais eu de roi, ni de religion d'État, ni d'aristocratie. L'Amérique est un pays faux, torsadé par le libéralisme et les droits de l'homme, en caricature grossière de la perfection de la nature. Toutes les validations que l'Amérique reçoit sont bidons et à moitié pensées. Les gens se moquent de toi dans ton dos et les pays normaux sont dégoûtés et ont honte de toi.
Cela dit, l'état politique actuel du pays n'a pas d'importance. Le Canada est certes davantage global homo, mais les pays peuvent se transformer radicalement sur une période courte. La Russie était une monarchie absolue tournée vers l'avenir et une grande puissance. Beaucoup de socialistes n'ont jamais cru que la révolution commencerait en Russie. L'Union soviétique était considérée comme littéralement impossible. Jusqu'à qu'elle soit arrivée. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de monde considérait une théocratie comme impossible. Jusqu'à qu'elle soit arrivée dans la révolution iranienne. Aujourd'hui, l'Iran a un gouvernement stable qui ne connaît absolument aucun problème. En tant que monarchiste, on peut m'appeler un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Le Canada n'a pas besoin de plus de libéralisme ou de droit d'avoir des armes ou des libertés à l'américaine. Le mieux pour le Canada, c'est de rejeter l'Amérique dans son ensemble, sans demi-mesure. Accepter l'américanisme signifie l'abandon total de toute possibilité de retour à la normalité. En effet, concernant les droits que les premiers et deuxième amendements protègent, ils ne sont pas utiles. Et déjà, tout ce bavardage sur les dispositifs génétiques ne vaut rien. Le Canada connaît de plus grandes restrictions sur les dispositifs génétiques que l'Amérique. Ça ne change rien. Joe Biden a raison quand il dit qu'il a des F-35 et les chars Leopard. Ce n'est pas possible de combattre les agents fédéraux. Stontos peut se référer à la victoire du Taliban contre l'Amérique en 2021, mais ce sont des fanatiques religieux qui ont combattu en guerre partisane de 20 ans avec un déséquilibre horrifique de blessés alors que peu de chiens d'Otanis sont décédés. La raison pour laquelle ils ont pu persister et résister si longtemps est parce qu'ils croyaient vraiment à quelque chose qui en valait la peine de mourir. Le propriétaire moyen d'armes à feu ne croit fermement qu'au droit divin d'Israël de conquérir et contrôler l'intégralité du Moyen-Orient. Non. De l'univers tout entier. En d'autres termes, ces patriotes ne se lèveront pas et ne se battront pas. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il n'y aura pas de carnage. Pour propriétaire d'armes à feu, la définition de sacrifice, c'est de renoncer à Bud Light car ils ont fait une pub de mauvais goût. En ce moment, personne n'a la volonté de prendre les armes car notre esprit martial est éteint par l'ingénierie sociale. Concernant la liberté d'expression, le régime n'aurait jamais permis à la situation de se développer à un tel point où un mouvement populaire menacerait de les renverser alors qu'ils ont le pouvoir de le censurer. En termes d'intégration avec l'État, il n'y a pas de distinction entre les médias d'information qui sont proies de propagande et services antérieurs. Le pouvoir ne peut pas supporter que d'autres châteaux autonomes tels que les médias indépendants influencent les gens à la place de la CIA. Pour rendre une affaire très compliquée ou une chose ridiculement simple, la liberté d'expression et le premier amendement n'ont pas d'importance parce que les gens qui nous dirigent n'y croient pas. Je parlerai davantage de liberté d'expression dans la partie 6 de cette vidéo. Merci de votre patience. Les trottards crypto-libéraux réagissent comme des hystériques lorsque le gouvernement piétine nos têtes avec ses bottes en nous ôtant la liberté d'expression ou les dispositifs génétiques. Ça craint vraiment au Canada car à chaque fois que le gouvernement exerce son autorité, tout le monde à droite proclame la fin du Canada et conseille vivement à tout le monde de déménager aux États-Unis. Ces crises de spasmes émotionnels incontrôlés sont plus qu'inutiles. Elles sont nocives. Ce qui n'est pas fait chaque fois que le gouvernement agit pour assurer son propre pouvoir, c'est la réalisation d'un véritable moyen de résister. Si vous voulez du changement révolutionnaire, il faut vous organiser. Lénine a passé 13 ans à l'étranger à formuler son plan d'action avant de retourner en Russie. Le moustachu a passé quelques temps en prison avant de sortir son livre qui a influencé les esprits de millions. Si vous souhaitez faire quoi que ce soit contre cet état policier gangster, il faut passer un temps considérable à affiner un plan et une idéologie qui vous mènera à la victoire. Cependant, personne au Canada, même dans le reste du monde occidental, n'est capable de quelconque pensée sérieuse sur cette affaire. Même si Maxime Bernier n'est pas très solide sur la plupart des problèmes, il a davantage accompli à l'avancement des intérêts des dissidents dans le peu de temps que son parti a existé que les hystériques comme Tyler Russell aura accompli dans toute sa vie. Il n'y a rien à faire en Amérique par un Canadien. Tous ces soi-disant Canadiens d'extrême droite sont des cosmopolites déracinés, tout comme les gens qu'ils critiquent. Lauren Southern n'a aucun principe réel. Elle était une bonne européiste avant de s'être faite voir par sa propre stupidité. Elle a déménagé en Grande-Bretagne puis en Australie. Elle est désormais une centriste qui cherche des miettes de réputation virtuelle. Le YouTuber Black Pigeon Speaks vit au Japon parce que la civilisation occidentale sera portée par les incels métisés asiates, je suppose. Tyler Russell quitte le Canada ainsi que son émission
Canada First pour aller être un laquais de Nick Fuentes. Jordan Peterson est un arnaqueur international handicapé sioniste. Si on dit quelque chose de mal sur Israël ou sa principale démographie religieuse, Peterson se mettra tellement en colère que sa peau deviendra verte, ses deux poumons s'effondreront et ses yeux sortiront dangereusement de sa tête. Les autres personnes qui pourraient soutenir l'existence d'un État canadien unifié, comme les Chevaux Noirs, reconnaissent ouvertement pour la dissolution de la Confédération. Je me tiens en tant que la seule personne qui se soucie de ce pays. Les influenceurs canadiens s'impliquent dans la politique américaine parce que l'Amérique recense une population de 350 millions. Il y a beaucoup de commentateurs ridiculement riches qui discutent de la politique américaine parce qu'ils ont un énorme marché. Il y a peu d'argent à gagner en discutant au Canada. Les commentateurs trahissent leurs principes et vendent leurs âmes au marché international pour gagner plus d'argent. Quand l'opportunité se présente de se mêler avec quelque chose plus à la mode et chic comme les affaires américaines ou internationales, ils s'enfuient en toute confiance du Canada. Contrairement à ces escrocs qui siphonnent l'argent des idiots pour s'entraîner avec d'autres fanfarons en Amérique, vous ne pouvez ni courir ni vous cacher. Vous êtes Canadien. Vous ne prenez aucun plaisir au fait que votre patrie a fait l'objet d'un nettoyage ethnique par une petite clique d'idéologues fous. Vous n'avez pas d'opportunité pour gagner de l'argent en propageant de l'alarmisme sur l'État policier. J'ai vu de mes propres yeux que la jeunesse veut se battre. Certains des plus brillants esprits font partie de la jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui croient au Canada, mais qui ne savent pas par où aller. Et dès lors que quelqu'un qui a le potentiel de guider sort de l'eau, il part invariablement. Pour toujours, nous sommes des lions conduits par des ânes. Sur cette chaîne, j'évite d'être personnel. Ce n'est pas quelque chose qui profite au divertissement. Je suis un soi-disant créateur de contenu anonyme avec une chaîne minuscule. Si je dis quelque chose comme « Je vais construire un mouvement politique pour prendre le contrôle du Canada », vous devriez vous moquer de moi car je ne suis rien. Cependant, et je le dis très sérieusement, je n'abandonnerai jamais le Canada. Je ne m'agenouillerai jamais devant l'Amérique. Quand je dis que je suis un auto-réactionnaire radical qui est dévoué fanatiquement à son idéologie, par exemple dans ma vidéo Gamer Uprising Gamergate 4, ce n'est pas une blague. Je suis sincère. Je hais sincèrement l'Amérique. Je veux sincèrement que le Canada soit une monarchie autocratique dynastique à double ethnie. Quand je regarde les États-Unis, j'ai un sentiment de confusion générale et de dégoût. Comme si je regarde des déchets qui marchent. Cette chaîne a toujours été et le restera uniquement pour le divertissement. La raison est très simple. La moustachu me l'a dit. Dans son livre, il a dit qu'on ne devrait pas faire de la politique avant ses 30 ans. Je prends cela très au sérieux. Je ne prendrai aucune mesure politique avant plusieurs années. Mais si le Canada a encore une chance d'ici là, je vous rassure que j'y serai. Certains émettront une objection à l'anti-américanisme en certifiant que la coopération internationale est bonne et nécessaire. Mais qu'est-ce que c'est la coopération internationale? Si c'est Nick Fuentes qui rencontre Keith Woods à Londres ou l'agent académique qui ne laisse pas Joel Davis poser ses valises à sa maison, c'est une histoire qui s'est vraiment passée. Ça ne semble pas très important. Je ne coopérerai jamais. J'entends par là que même si on m'invite, je n'irai jamais en podcast. America is a complete joke. It's a farce of a country. Il est rare que quelqu'un de la droite dissidente coopère vraiment avec d'autres nationalistes en Europe, principalement à cause de la barrière de la langue. Cette soi-disant coopération internationale est centrée autour de l'Amérique et ne nous concerne que parce qu'il se trouve que nous parlons la même langue. Mais tous ces pans européistes anglo-centrés qui dénonceraient l'anti-américanisme en l'appelant contre-productif et anti-européen n'ont jamais pensé à apprendre notre langue européenne. Je suis le mieux placé pour coopérer avec les dissidents en France au moins, puisque j'ai fait l'effort pour apprendre le français. Il y a beaucoup de dissidents de droite en Amérique qui comprennent que leur pays doit être balkanisé. Je ne tiens pas tous les États-Unis responsables. Le problème a toujours été le gouvernement. Si l'Amérique était restée toute seule en isolationnisme, il n'y aurait littéralement aucun problème. Certains diront que c'était l'intention quand elle fut à l'origine fondée. Le problème, c'est que la démocratie, en tant que monolithe idéologique, ne peut pas et ne pourra jamais tolérer d'autres pays avec des idéaux opposés. Peu importe à quel point l'Amérique était isolationniste à sa fondation, sa forme de gouvernement produira toujours des fanatiques frénétiques qui voudront répandre la démocratie aux quatre coins du monde. Si l'Amérique n'avait pas soutenu la France et la Grande-Bretagne avant et pendant la Grande Guerre, le XXe siècle aurait été dominé par une monarchie allemande autocratique et les choses auraient été bien différentes.
Par exemple, la révolution des oeillets de 1974 au Portugal était un coup d'État soutenu par l'Amérique. Le Kaiser aurait probablement soutenu le Estado Novo, mais l'Amérique devait s'impliquer à l'accord tacite de 1897 avec la Grande-Bretagne et la France. Le sort de l'Amérique me concerne parce qu'ils se sont mêlés avec mon pays. Tous les Canadiens devraient prier pour la balkanisation complète des États-Unis. Il n'est ni possible ni désirable que les Canadiens servent d'autres pays. La coopération internationale est, au mieux, inefficace. Ma seule préoccupation, et ce qui est le mieux pour le Canada, est de coopérer avec les Canadiens français. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre et je suis parfaitement conscient que YouTube peut bannir cette chaîne à tout moment pour n'importe quelle raison. Afin de se passer de YouTube, il faut utiliser d'autres sites comme Odyssey, une plateforme supérieure de partage de vidéos. Et pour une communication plus directe, vous pouvez me suivre sur le Fediverse, grosso modo un clone de Twitter décentralisé. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter si vous avez envie. Je vous affiche les liens de ces sites web à l'écran car YouTube n'aime pas que les liens soient dans la description. Vous devrez les taper manuellement. Merci beaucoup. Cependant, si vous regardez cette vidéo sur Odyssey, les liens sont dans la description. Deuxièmement, vous pouvez constater que le français n'est pas ma langue maternelle. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans l'aide d'un français que j'ai rencontré en jouant à TF2. Ce n'est pas une blague. Je réfléchis. Les idiots sont épatés par la complexité. Je le remercie 1000 fois de m'avoir supporté et d'avoir fait tout ce travail. J'ai une chaîne qui est pleine de contenu en anglais, mais ne le regardez pas. L'anglais est la langue du diable. Le lien de ma chaîne anglaise est dans la description. Troisièmement, merci Masada, j'apprécie ton travail. Enfin, je ne citerai aucune source. Je me regarde comme un outil du divin et je suis ma propre voix sans tenir compte des opinions ou des points de vue passagers. J'ai listé toutes les musiques utilisées sur cette diapositive. Je vous jure que ceci est plus efficace que de mettre un lien Pastebin dans la description. Likez et abonnez-vous aussi. Comme vous pouvez voir à ce stade, je suis un patriote pour la mère patrie et je veux faire quelque chose pour arrêter son suicide. Pourtant, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Quand les élites sont déterminées à causer le plus de dommages sur le long terme possible, à quel moment les dommages deviennent-ils irréversibles? Certains appellent à limiter la casse car quelques régions du Canada sont déjà à moitié mortes. Pour voir un lieu qui est mort à 100%, je vous recommande Brampton. Il y avait même la suggestion que les Maritimes s'unissent avec la Nouvelle-Angleterre pour devenir un nouveau pays, car ce sont les deux régions les plus blanches d'Amérique du Nord. Cependant, le pourcentage d'Européens dans un pays n'affecte pas sa viabilité. Une opinion impopulaire contre-intuitive est que si les pionniers de la civilisation deviennent minoritaires dans n'importe quel pays, ils seraient mieux capables de s'organiser en une résistance effective, puisqu'il est plus facile de coordonner des plus petits groupes de gens. À l'heure actuelle, le Canada est à 69% blanc. Non que ce chiffre soit fiable, puisque la définition de ce qui est considéré comme blanc sur le sondage canadien est volontairement pas utile. À mon avis, la probabilité qu'un pays européen soit sauvé est aléatoire. L'histoire est faite par les grands hommes. Le fait que quelqu'un comme Mussolini, Lénine ou Antonio Salazar soit né dans n'importe quel pays est le fruit du hasard. Au-delà de ça, la démographie s'arrange facilement. Staline peut nous donner des leçons à ce sujet. Vous souvenez-vous des Allemands de la Volga? Probablement pas, mais même si on ne pourra jamais les ajuster agressivement, beaucoup de ces Canadiens de papier partiront dès qu'ils ne seront plus capables d'extraire plus de richesses. C'est ce qui est arrivé au Kazakhstan et au Portugal. Le Kazakhstan a connu un changement démographique majeur à l'époque de l'Union soviétique. Il est devenu à plus de 60% européen, principalement les Russes. Après la chute de l'URSS, la grande majorité des Blancs sont retournés dans leur pays d'origine. Sous le règne de Salazar, de nombreux Portugais ont émigré pour revenir une fois que le Portugal s'est enrichi grâce à l'UE. Il est entièrement possible, bien que peu probable, que le Canada perde de 20% de sa population presque toujours au lendemain si un événement comme une crise économique se passait parce que les Canadiens de papier ne seraient plus capables de mener un mode de vie à l'occidental. Une autre chose qui vous donnera de l'espoir sur le long terme, c'est que la campagne est toujours dominée par les Européens. Le célèbre philosophe Oswald Spengler m'a dit que les fermiers sont ceux qui ont le plus de liens avec la terre
terres et ont donc le plus d'enfants. Et quelqu'un peut vivre dans une petite ville, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle a des liens avec la terre. Tous les quelques siècles, la population urbaine se fait remplacer par la population rurale parce que les citadins ont moins d'enfants en moyenne. Puisque les fermiers au Canada sont à 96% blancs, les nations françaises et britanniques pourront se reconstituer sur une période suffisamment longue. Une chose qui est perturbante est l'effort du régime d'occupation canadien ainsi que des autres comme le Royaume-Uni d'intégrer les Canadiens de papier dans l'agriculture. On sait que 3% des fermiers en Angleterre sont nés à l'étranger. Je n'ai pas trouvé les chiffres pour le Canada, mais je crois qu'environ 2 à 4% sont nés à l'étranger ici. Modifier la démographie des agriculteurs revient à modifier l'ADN d'une nation. Si la population rurale reste européenne, le pays se reproduira éventuellement en tant qu'Européen. Si les fermiers changent, c'est un problème. Le scénario dans lequel un pays devient littéralement irrécupérable parce qu'il y a trop d'immigrés est celui où un grand pourcentage des agriculteurs sont des immigrés. Ce sont deux choses à garder à l'esprit quand on s'adresse à la démographie du Canada. Ce n'est pas au stade terminal où une grande partie sera inversée, il est possible de tout inverser. En parallèle au racialisme se trouve la culture et la vision du monde de la population. Comme on le sait, l'occidental moyen est un citoyen du monde déraciné qui aime le mariage gay, le libre-échange et du gore de Toho. D'énormes régions de l'Occident sont désormais des déserts culturels. La campagne vieillit jusqu'à dans l'au-delà et les villes sont des trous noirs où les traits distinctifs vont pas mourir. L'ingénierie sociale a fait disparaître la culture anglo-canadienne. La situation est meilleure au Québec, mais il veut aussi que la culture québécoise soit détruite. Le bon parti est que cette même ingénierie sociale peut rétablir la culture. Citation, propagande, Edward Bernays. Voyez ça ici. Les élites ont transformé les cultures canadiennes en nageant à contre-courant. Ça veut dire qu'ils se battaient contre les coutumes culturelles naturelles des Européens. Imaginez la facilité avec laquelle on peut changer la culture quand on ne s'oppose pas à l'autre en place, mais travaillons avec toutes nos expressions génétiques et spirituelles naturelles. Quant à la vision du monde de l'extrême gauche des citoyens, c'est aussi facile à régler. Il vous suffit juste d'un endoctrinement idéologique et d'une propagande de masse. Les gauchistes diront que c'est immoral. Je l'appelle tout simplement gameplay intuitif. En tant qu'ultra-monarchiste auto-réactionnaire, le but de l'État n'est pas de se limiter, mais plutôt d'imposer un régime totalitaire sans complexe, sans bon esprit, sans morale et sans faiblesse. Presque tous les changements sont du sommet à la base, pas d'abord en haut. Le plus difficile n'est ni la restauration d'une majorité européenne absolue, ni le réajustement des opinions politiques de la population, mais plutôt l'obstacle le plus difficile à surmonter, c'est d'obtenir un quelconque pouvoir politique. Et je dis quelconque pour vouloir dire que le régime déploiera tout ce qu'il a pour s'assurer que ses opposants n'atteignent jamais le moindre pouvoir. Les choses ne vont pas s'améliorer toutes seules de sitôt. Si rien ne change, et j'estime que la Confédération sera irrécupérable dans environ 15 ans, et dans 40 à 70 ans, les nations canadiennes, anglaises et françaises, ne seront pas capables de se reformer avec toutes leurs terres historiques en raison de l'immigration de masse. D'où proviennent ces chiffres? L'intuition générale. Il faut comprendre des mesures pour garantir le futur. À l'heure actuelle, il est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit de significatif. Le régime se montre incroyablement efficace à stopper toute dissidence. Une seule erreur suffit à écraser toute une opération politique, comme Carl Benjamin et l'UKIP. Ce qui est apporté d'activités politiques qui ne vous feront pas arrêter immédiatement sont deux choses, le jeu des partis et l'agitation médiatique. Un parti réactionnaire ou monarchiste ne peut réellement pas gagner des élections. C'est plutôt une meilleure alternative que de ne pas voter du tout. En URSS, des élections étaient organisées pour voir à quel point le peuple était engagé dans la vie politique. Peu importe qui gagnait, il n'y avait qu'un candidat sur le bulletin de vote la plupart du temps. Les chefs soviétiques voulaient simplement s'assurer que les serfs du prolétariat étaient engagés et croyaient que le communisme fonctionnait comme il le devait. Dans notre grande démocratie, les élections servent en gros à la même chose. Peu importe qui gagne, nous recevrons toujours une version légèrement différente de la même chose à la fin du compte. Mais contrairement à l'URSS, les élections dans les démocraties occidentales comptent un petit peu. L'alternative pour l'Allemagne, ou l'AfD, est un vrai parti d'opposition aux machinations de l'élite allemande. Aucun parti dans le Bundestag allemand collabore avec l'AfD sur n'importe quelle question parce que le caste dirigeantes allemandes sont des mutants déformés impaisables qui croient que l'AfD est le retour littéral des nations
sociale. L'impact de l'AfD est qu'ils ont forcé des coalitions folles dans leur parlement, comme les écologistes, les libertariens et les social-démocrates. Car sinon, un gouvernement ne se serait pas formé et ils auraient été obligés de déclencher une autre élection. En forçant ces mesures absurdes, l'AfD a dévoilé que l'Allemagne est un État policier corrompu et bordélique dirigé par les États-Unis. Le Parti populaire du Canada a servi un objectif similaire, mais évidemment moins impactant en raison de l'absence de sièges. Chaque fois que les conservateurs attaquent le PPC d'être trop conservateur, le PPC gagne en obligeant les historiques corrompus et inertes du parti d'admettre qu'ils sont des traîtres et des lâches. Cependant, par le fait même que ces partis opposés veulent gagner des élections et être respectés par les autres partis, ils seront inévitablement absorbés par le régime. C'est ce qui arrive déjà à l'AfD. Ils sont devenus moins fermes sur l'immigration au fil du temps, et pas besoin d'imaginer ce qui pourrait arriver au PPC, alors qu'ils sont plus ou moins sur la même trajectoire qu'était le Parti réformiste du Canada. Opposé à l'avortement et à l'immigration, le Parti réformiste était plus conservateur que le Parti progressiste conservateur. Pendant quelque temps, le Parti réformiste fut 12e en nombre de députés, mais parce qu'ils voulaient faire des compromis et gagner les élections, ils ont fusionné avec les progressistes conservateurs pour créer le Parti conservateur contemporain. Je crois que la même chose arrivera au PPC. Si quelqu'un devait un jour créer un parti monarchiste, c'est fou, je sais. Il devra, sans compromis, être antidémocratique. Il ne ferait même pas nécessairement la promotion d'une idéologie. Son message serait uniquement « Votez pour nous si vous haïssez les gens qui dirigent ces pays, tabernacle ». Si élus, ces députés boycotteraient le gouvernement et feraient en sorte que le Parlement fonctionne le moins bien possible. Mais le but principal serait de rassembler suffisamment de votes pour faire réagir nos dirigeants, soit qu'ils bannissent le parti ou prennent une autre mesure pour le censurer. Le parti n'existera que pour faire le martyr en montrant à quel point notre régime démocratique est violemment hostile aux idéaux opposants. En revanche, afin de créer un parti, il faut s'enregistrer auprès du gouvernement et avoir le statut juridique. Il deviendra, comme on pourrait s'y attendre, la cible d'attaques médiatiques incessantes et possiblement des attaques juridiques. Parce qu'il est déjà supposé qu'aucun changement légitime ne peut résulter d'un vote, la présence d'un parti ne devrait pas être emboulée. Si le coût, légal ou politique, de maintenir ce parti devient trop cher, il est mieux de l'abandonner. Certains soutiendront à juste titre qu'un vrai changement soit possible en utilisant les processus démocratiques. Un bon exemple serait Ron DeSantis ou Trump. Mais la seule chose que j'ai à dire à ce sujet, c'est il y a plus en commun entre deux députés dont un est révolutionnaire et l'autre ne l'est pas, qu'entre deux révolutionnaires dont un est député et l'autre ne l'est pas. Page 10 du pouvoir, Bertrand de Juvenal. Et travailler dans et pour le système vous change. Si, à un moment donné, Trump, DeSantis et d'autres populistes étaient, ils sont maintenant logés profondément dans les fonctions de l'État et, si les choses se gâtent, ils défendront le régime que vous détestez. Cela ne signifie pas, cependant, que la poursuite d'une fonction élective est toujours mal, mais plutôt que si un révolutionnaire se fait élire, sa prérogative unique et exclusive est de s'imposer sur le système, non pas de négocier ou d'arranger. Ils doivent forcer le Parlement à se soumettre à leur volonté. Je jure que si jamais je suis élu, j'entrerai dans le Parlement et commencerai à frapper mon soulier sur mon bureau comme Nikita Khrouchtchev à l'ONU. Me faire expulser est un prix acceptable à payer. Votez pour moi. L'agitation médiatique est beaucoup plus réaliste que de créer un parti. Et cette vidéo peut être décrite comme une sorte d'agitation. On sait donc que c'est déjà faisable. Le but de cette agitation, ou réinformation, pour le dire plus gentiment, est d'élever la conscience de la population. Un bon exemple de ce dernier est la démocratie. La personne d'un faible niveau de conscience dira « Si bol, Trudeau c'est un triste fif le cul plein de bites ». Mais il suffit d'élire un nouveau politicien et nous aurons alors un changement significatif. Quelqu'un qui a un peu de conscience dira « La démocratie est un système parmi d'autres. La démocratie n'a rien de spécial ni de bon en soi et je suis indifférent à d'autres types de gouvernement. » Quelqu'un qui a un niveau de conscience élevé dira « Si tous les politiciens sont des salauds, c'est parce que le système même des élections et du vote est défectueux. Nous devons renoncer à toutes les notions démocratiques. Il faut rendre les gens se réaliser qu'aucun politicien conservateur est une amélioration par rapport à Trudeau. La démocratie sacrée cultive des centaines de milliers de gauchiates, tout comme l'eau stagnante produit des moustiques. Le problème est le système lui-même, non pas les gens qu'il produit. L'objectif de toute personne sérieuse devrait être de détruire ce
cette tyrannie, non de jouer à faire semblant avec la politique électorale. Ce système à 3 niveaux manque le niveau 4 où la personne devient un partisan de votre idéologie préférée. Dans mon cas, ce serait ultramonarchisme ultra-réactionnaire. Mais le truc avec la promotion d'ensemble d'idées est que tout le monde s'en crise. Un humain normal regarde des héros noirs israélites qui prêchent dans le métro de New York et il dit « Je suis vraiment content de ne pas m'être perdu dans cette spirale infernale. » La vision négative, détruire quelque chose, est bien plus attirante que la vision positive, construire quelque chose de nouveau. Et je crois que tous ceux qui regardent cette vidéo peuvent être d'accord que la démocratie est maléfique, plus maléfique qu'Israël ou même Activision Blizzard. Et ce qui est bizarre est que la majorité des gens n'y croient pas. Mais, comme je l'ai expliqué, c'est beaucoup plus facile de briser la croyance d'une personne en la démocratie que de lui donner confiance en un autre système. C'est pour ça que les dissidents doivent se concentrer sur un message antidémocratique plutôt qu'essayer de convaincre tout le monde que les forces de l'Axe étaient les gentils. Un théoricien de l'élite dira correctement qu'une révolution par l'éducation des masses n'est pas faisable. Cependant, l'objectif n'est pas d'initier une quelconque action cinétique, c'est d'atteindre les bonnes personnes. En ce moment, le système n'a pas besoin de vous pour fonctionner. Vous avez beau être un jeune homme européen intelligent qui apprécie la méthamphétamine qui aurait de la valeur pour le régime si vous travaillez pour lui. Cependant, il y a des tas de jeunes hommes blancs qui ont un niveau de conscience bas qui travaillent pour le régime parce qu'ils n'en savent guère plus. L'objectif est d'élever leur conscience pour qu'ils considèrent travailler pour le service forestier de la même manière qu'être un tueur en série, les privant ainsi de la bureaucratie nécessaire pour l'administration quotidienne d'un pays. Ce n'est pas un fantasme ou un souhait, étant donné que nous faisons déjà l'expérience de l'effondrement de la bureaucratie complexe alors que le haut commandement se met les jeunes hommes à dos et fait la promotion de recrutement de la diversité. Ça se ressent tout particulièrement en Californie où les chars se font systématiquement dévaliser par des groupes de sans-abri. Un autre exemple est vous arriverez plus facilement à trouver une tranche de pain lors de l'Holodomor que vous recevrez un passeport canadien dans de bons délais. Il suffit d'un petit coup de pouce dans la bonne direction pour que le système commence à céder sous son propre poids. Quant à la réinformation, il y a 3 formes de contenu à occuper. Premièrement, les vidéos. Ce que vous regardez en ce moment en gros. Si fait correctement, les vidéos peuvent avoir une large portée, mais la plupart des spectateurs ne les regarderont qu'une fois pour le divertissement, créant ainsi un public vaste et non dédié. Deuxièmement, les diffusions en direct et les balado-diffusions ou les politicasts. La plupart des gens qui passent 3 heures à écouter America First ou Radio Dixie cherchent simplement un passe-temps. Cependant, l'exposition prolongée à un individu peut créer une relation parasociale de dépendance. Les gens qui posent leur confiance totale dans un podcasteur sont connus comme la race podcast. Alors que ces groupes peuvent être dédiés, leur communauté centrée sur une balado-diffusion ont aussi la tendance de devenir petites et isolées. Enfin et surtout, le contenu écrit, les articles principalement, parce que la lecture réclame plus d'efforts de base qu'écouter, c'est pour les non-illettrés rares qui peuvent créer l'avant-garde de tel ou tel mouvement. Les documents écrits sophistiqués donnent à ceux qui sont intéressés une profondeur intellectuelle, ce qui ne se trouve pas dans les formats audio. Les écrits, que ce soit les livres ou les articles, donnent au mouvement politique de la crédibilité parce qu'ils lisent des citations et des informations de manière que les podcasts et les vidéos ne le font pas. Ceux qui lisent peuvent former une avant-garde intellectuelle qui, grâce à leur compréhension de divers sujets, peut fournir une vision alternative captivante. Je continuerai de parler de tactiques de médias, mais je suis mentalement épuisé. Peu importe à quel point ces activités sont efficaces, elles ne suffiront pas toutes seules. La concrétisation d'une prise de pouvoir totale s'appuie beaucoup plus sur les échecs de notre classe dirigeante que sur la dissémination des tracts réactionnaires dans le métro de New York. Le génie inspiré et théoricien politique James Burnham croit qu'il n'y a que 6 moyens qu'une classe dirigeante puisse s'écrouler. Il y a un changement révolutionnaire 1. Lorsque l'élite ne peut ou ne veut pas s'adapter aux nouvelles forces technologiques et sociales. 2. Lorsqu'une partie importante de l'élite refuse de gouverner par des activités culturelles et esthétiques. 3. Lorsque l'élite ne parvient pas à assimiler de nouveaux éléments prometteurs. 4. Lorsqu'un pourcentage important de l'élite remet en cause la légitimité de son pouvoir. 5. Lorsque l'élite et la non-élite rejettent la base mythologique de l'ordre dans la société. Et enfin, 6. Lorsque la classe dirigeante n'a pas le courage d'utiliser leur force de manière efficace. Oui, je suis tombé sur cette citation dans le livre
livre The Populist Delusion et j'ai lu l'article par Daniel O'Neill où cette citation est originaire. Bref, j'évoque cette citation pas pour dire qu'il y a une chance égale que chacun de ces événements se produise, plutôt qu'il y a une tranche très étroite de choses possibles qui peuvent se passer qui pourraient en déclencher un. Ces 6 événements sont la seule façon d'obtenir un changement significatif. Il n'est pas utile de les passer en revue en par an, mais il est bon d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Le régime a mal géré les débuts d'Internet. En conséquence, les idées dites inacceptables étaient capables de s'y propager. L'élection de 2016 en a été l'exemple. L'Internet a eu le potentiel de devenir une presse de Gutenberg moderne qui aurait permis aux idées de se disséminer rapidement, mais la CIA est plutôt bien parvenue à la contenir. Le fait que je dois utiliser un langage alambiqué et aseptisé pour exister sur la 12e plus grande plateforme de l'Internet en est l'illustration. Quant aux autres forces technologiques et sociales, on attend de les voir. Ce qu'ils ne pourront peut-être pas gérer, c'est l'abandon de la société par les jeunes hommes ou leur engagement dans des activités politiques marginales, voire les deux en même temps. C'est quelque chose qui peut être influencé par la réinformation agite-propre, alors, dans les limites du raisonnable, ça devrait être l'objectif de toute personne qui est sérieuse au sujet du changement. Cependant, le nombre de personnes aliénées et mécontentes du régime dépend davantage des conditions économiques que des conditions sociales. Il faudra des décennies pour qu'un changement révolutionnaire se produise à cause de l'agitation ou des hommes qui s'allongent à plat. La dernière chose à envisager est un événement catastrophique inattendu. Les deux seuls scénarios que je peux concevoir sont soit un effondrement économique, soit la Troisième Guerre mondiale. Cependant, la première est peu fiable puisqu'il peut se passer à tout moment partant d'un petit nombre de poudrières. Et la deuxième, même si elle est probable, est indésirable si l'on n'est pas fou. Un crash boursier, une récession ou l'éclatement de la bulle immobilière peuvent tous théoriquement se produire à tout moment et auraient probablement déjà dû se produire. Mais ils peuvent être artificiellement maintenus à distance en utilisant la puissance mythologique de la théorie monétaire moderne. Il est évident que la Troisième Guerre mondiale serait une catastrophe économique, mais pas si évident à quel point elle dévastera intérieurement l'Occident au point de provoquer une révolution. La différence entre les nations tiers-mondistes et l'Occident est qu'ils peuvent souffrir de la guerre alors que les Occidentaux ne peuvent pas. Si la guerre devenait un bourbier prolongé de 5 ans, les piliers de la société se désagrégeraient sous la pression de la guerre. Les services essentiels comme l'infrastructure, les services de santé, la livraison juste à temps par camion et les fast-foods échoueraient. Si la Troisième Guerre mondiale éclate, à quoi je m'attends est une vague massive d'encouragement patriotique, puis un déclin long en haine et rancœur contre le régime pour continuer de poursuivre un massacre où on a tout sacrifié et rien gagné. Bien sûr, il y a également la possibilité que chaque côté se lâche des bombes atomiques sur l'autre jusqu'à ce que ça devienne comme des trois. C'est pour ça que les personnes raisonnables ne veulent pas la fin du monde. Contrairement à tout ce que vous venez de regarder, je suis une personne raisonnable. L'espoir en un crash économique est que l'État ne serait plus capable d'utiliser efficacement la force. C'est ce qui s'est passé avec la marche sur Rome de Mussolini et le retard de Napoléon d'Elbe. En gros, dans ces cas, des révolutionnaires ont confronté l'armée et ont dit « Je vais prendre le contrôle des fonctions de l'État et je parie que vous ne me tirez pas dessus. » Et soit les commandants n'ont pas donné l'ordre de tirer, ou soit les soldats étaient si mécontents avec le régime actuel qu'ils n'avaient pas la volonté d'exécuter les ordres. Les troupes sur le terrain peuvent être déloyales pour un certain nombre de raisons. Elles peuvent haïr le régime pour des raisons politiques, comme un bataillon de minorités ethniques au service de leurs oppresseurs, où les conditions de vie peuvent se détériorer en tel point qu'elles n'ont plus la volonté d'écraser des gens affamés et appauvris qui se trouvent exactement dans la même situation qu'elles. Comme en 1917, lorsque la cavalerie de Saint-Pétersbourg s'est jointe aux émeutiers qui pillaient des sacs de céréales. En cas de difficultés extrêmes, les soldats censés de protéger le régime ne le serviront plus. Cela peut sembler pessimiste, mais je crois que le 6e des causes de révolution de Burnham est le seul réaliste à l'heure actuelle. En général, les chances qu'un événement se produise permettant un changement pourraient tout aussi bien être aléatoires.
Les décisions qui seront prises ou non par l'OTAN pour nous entraîner dans une guerre mondiale ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont prises par des personnes, mais nous ne pouvons pas les influencer. Il en va de même par un crash économique. Voilà pourquoi il est nécessaire de tout confier à une décision du destin. Soit les conditions changent dans les 10 à 20 prochaines années ou c'est complètement fini. Le Canada sera transformé en tel point où il ne pourra pas être sauvé ou refait. Le titre de la vidéo est « Ce n'est pas encore fini pour le Canada ». C'est inspiré de la devise polonaise que je vous affiche à l'écran. Je n'essaierai pas de la prononcer. C'est aussi le titre de l'hymne national polonais. Bien sûr que la situation au Canada est différente que celle en Pologne. Cependant, il est clair que les puissances occupantes ont le même but. Briser le Canada si profondément qu'il ne pourra pas se reconstituer en tant que pays. La situation qui existe actuellement est pire que celle où était en Pologne. Les tsars avaient tenté de russifier la Pologne, mais les Russes n'ont jamais représenté une part importante de la population. Presque 27% de la population du Canada sont des Canadiens de papier. Non seulement les immigrés, mais aussi les enfants d'immigrés. Avec le plan des 100 millions, on peut dire que la globalisation du Canada sera achevée d'ici 70 ans, chose que la russification n'a jamais été près de réussir en Pologne. Peu importe à quel point nous sommes proches de la défaite totale, vous devez vous souvenir de ceci. Si c'est fini et vous en êtes persuadé, rien ne change. Si c'est fini et que vous êtes optimiste, rien ne change. Si ce n'est pas fini, mais vous croyez que ça l'est, nous pourrions être baisés. Si ce n'est pas fini et vous restez optimiste, on s'en sortira. Avec la communauté, toute notre société et tout ce qui est à venir, n'abandonnez jamais. Cette citation est de Josh Kiwi Farms. Le seul cas où nous sommes condamnés à échouer est celui où nous croyons que rien ne peut être fait pour changer le destin. Mais tant qu'il y a des gens comme vous et moi qui sont prêts à se battre jusqu'au bout, tant que nous sommes en vie, ce n'est pas encore fini pour le Canada.